Merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On accueille le directeur général de l'ADOM, Saïd Ahamada. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes à la tête de l'ADOM depuis quelque temps, une année maintenant, je crois. Un peu moins, depuis janvier. Depuis janvier, et vous êtes chargé de la transformation, de la réorganisation de cette institution qui est vraiment centrale pour nous ici à Mayotte. Cette réorganisation, elle va changer quoi globalement pour les bénéficiaires de l'ADOM? Alors, comme vous le disiez très justement, je suis arrivé en début d'année, donc en janvier, nommé par le président de la République, sur proposition du ministre de l'Outre-mer, pour réformer l'ADOM, faire en sorte que l'ADOM réponde mieux aux besoins des ultramarins. Il était temps, à mon sens, de réactualiser, je dirais, les services de l'ADOM. Et ça a été l'objet d'une première enquête qui a été menée avant que j'arrive, et du tour des territoires que j'ai pu faire, des élus que j'ai pu rencontrer, pour faire en sorte que les propositions que l'on devait faire et que j'ai faites donc, au gouvernement et qui ont été reprises en grande partie dans le cadre du SIOM, répondent vraiment aux besoins des ultramarins et des Mahorais en l'occurrence. Et donc, si je devais résumer un peu les étapes depuis que je suis arrivé, donc arrivé fin janvier, le tour des territoires, les élus que je rencontre, et une proposition faite au gouvernement sur les 17 mesures que j'ai proposées au gouvernement dans le cadre du SIOM. 16 ont été retenues. C'est pas mal. Ce qui veut dire que non seulement ça répondait vraiment à un besoin, c'est-à-dire qu'ils ont bien senti sur les questions de continuité territoriale qu'il était temps de bouger certains curseurs. Et je le dis, comme c'était une commande claire du gouvernement, on était vraiment sur cette volonté de faire. Et donc il n'y avait aucune raison que ces mesures ne soient pas reprises. C'est aussi un signe de crédibilité de l'ADOM et de ses équipes. Je suis là aussi pour ça, Mayotte, pour remercier les équipes qui sont menées ici par moi, Madi Sharif, qui tous les jours travaillent avec les Mahorais pour faire en sorte qu'un maximum d'entre eux puissent bénéficier des dispositifs de l'ADOM. Alors, il y a eu aussi un rapport d'enquête du Sénat sur la question de la continuité territoriale. Est-ce que quand les sénateurs qui rencontrent les élus ultramarins rédigent un rapport avec des recommandations, puis aussi des critiques, il était assez acerbe ce rapport, est-ce que c'est un travail sur lequel vous vous appuyez pour construire vos 17 mesures ? Évidemment, ça a été un travail plutôt constructif d'ailleurs avec la sénatrice Concon, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises. On a été auditionnés. Les propositions que j'ai pu faire par la suite, parce que c'était avant le SIOM, je les ai aussi faites à Mme Concon et certaines ont été reprises dans le rapport. C'est un élément qui nous a aidés aussi pour éclairer le gouvernement sur, non pas les propositions en tant que telles, même si évidemment il y en avait un certain nombre, mais sur, j'allais dire, l'urgence à avoir une action forte sur ces questions-là. Donc tout ça a concouru à ce qu'aujourd'hui, on ait des dispositifs, on en parlera certainement, qui à mon sens répondent beaucoup mieux aux besoins des Mahorais. Et notre travail, c'est de faire en sorte qu'au 1er janvier, puisqu'il faudra attendre la fin de l'année, que le projet de loi de finances soit passé, les moyens nous soient donnés, pour tout simplement opérer, au 1er janvier, on aura les moyens de pouvoir travailler à, j'allais dire, sur les étudiants, la question des études, on pourra peut-être en discuter. Je pense que là, on a un vrai... Il y a un vrai enjeu pour Mayotte sur la question des étudiants. On a une population qui a envie d'apprendre. Malheureusement, ici, pas suffisamment d'études universitaires ou de pistes pour pouvoir s'épanouir et avoir un projet professionnel construit. Et le rôle de l'ADOM, c'est justement de faire en sorte que cette égalité des chances, que tout le monde appelle de ses voeux, joue aussi pour les Mahorais. C'est-à-dire qu'on habite Mamoudzou, Marseille ou Paris, si on veut accéder à des études supérieures, le rôle de la République, la responsabilité de la République, c'est de faire en sorte que vous puissiez le faire et que vous ne soyez pas, j'allais dire, lésés ou discriminés parce que vous êtes loin. Ça, c'est la mission principale de l'ADOM. Alors justement, comment ça va se passer à partir du 1er janvier de l'année prochaine pour les étudiants mahorais? Je pense notamment aux primo-partants quelque part, c'est-à-dire les jeunes bacheliers qui sont encore bien jeunes, qui pour la plupart ici n'ont jamais quitté Mayotte. Ils prennent l'avion, ils partent et souvent c'est compliqué. Qu'est-ce que l'ADOM fait pour eux? Alors, d'abord dire que le départ des étudiants pour l'ADOM à Mayotte, c'est la moitié des mesures. Donc c'est massif. C'est 3000 étudiants à août. On va être autour de 4000, voire plus en fin d'année. Donc c'est quand même extrêmement important
au regard de la taille du territoire, c'est-à-dire que Mayotte est le territoire qui aujourd'hui utilise le plus, en part relative évidemment, mais utilise le plus les dispositifs de la DOM. Donc c'est vraiment un outil qui aujourd'hui sert les Mahorais. Donc ça c'est important, et c'est important que je sois là pour le dire aux équipes et faire en sorte que ça fonctionne, parce que c'est quand même l'objet. Aujourd'hui, il y a 3000 jeunes Mahorais qui bénéficient de l'accompagnement et essentiellement du billet d'avion et des mesures que vous mettez en place. Aujourd'hui, c'est 3000. Pour les étudiants uniquement, on est à 3000. Pour les autres mesures, on a encore 3000 à rajouter. Mais pour les étudiants, la moitié des mesures que l'on opère et des personnes qui sont servies sont des étudiants. Donc, à ce jour, alors je vous parle, depuis janvier, 3000 étudiants sont partis. Alors, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on a un dispositif qui méritait d'être amélioré. C'est-à-dire qu'on a un dispositif qui paye 100% du billet sous plafond de ressources de 26 000 euros pour les boursiers, 50% pour les non-boursiers. À partir du 1er janvier, il n'y aura plus de critères de bourse ou de non-bourse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sous le plafond de 26 000, c'est 100% du billet. C'est quand même énorme, parce que 77% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, des enfants qui ont envie de faire des études, il y en a aussi dans les familles en difficulté. Et le fait de pouvoir offrir cette chance de partir, sans cette chance, ils ne partent pas. Ah mais clairement, c'est pour ça que je me lève le matin et que les équipes aussi le font. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mission de service public. C'est-à-dire que si la DOM n'existe pas, ce principe d'égalité des chances, auquel moi je crois, j'en ai bénéficié personnellement, il n'existe pas. On est d'accord. Et donc permettre à un jeune Mahorais, s'il veut devenir astronaute, de pouvoir le devenir, et qu'il soit limité juste par ses capacités intellectuelles ou manuelles, c'est l'ADN de la République de pouvoir l'offrir. Et donc c'est pour ça qu'on travaille. Et donc aujourd'hui, on donne la possibilité aux étudiants mahorais, lorsque la formation n'existe pas sur place et les études n'existent pas sur place, de bénéficier d'un aller-retour par an. À partir du 1er janvier, fort de ce que vous nous dites d'ailleurs sur le déracinement qu'il y a, ce que j'ai proposé avec mes équipes, c'est que il y a un billet supplémentaire la première année, c'est-à-dire que les nouveaux bacheliers n'aient pas un mais 2 billets aller-retour la première année, et qu'en plus de cela, il y a un accompagnement. Ce qui pêche aujourd'hui... Un accompagnement en métropole ou à La Réunion. C'est ça. Et il prend quelle forme, cet accompagnement? Il est à construire. Il est à construire avec ceux qui le font déjà. Il est à construire avec le réseau et des CROUS, des associations estudiantines, des réseaux qu'on peut mobiliser, article 1 par exemple, etc., selon les territoires, parce que selon les territoires, on n'a pas les mêmes acteurs. Mais le rôle de la DOM, ce sera d'organiser ça avec un objectif clair, faire en sorte que non seulement la grève prenne, c'est-à-dire que les personnes se sentent le moins possible déracinées, et c'est ce qui va faire que l'étudiant réussira. C'est-à-dire qu'on a un taux d'échec des étudiants des Outre-mer, y compris des Mahorais, qui est plus important que celui des étudiants hexagonaux. Là aussi, sur un principe d'égalité des chances, notre rôle, c'est de faire en sorte que ce taux d'échec soit le plus faible possible, que le déracinement soit le moins douloureux possible. Et il y aura donc un accompagnement qui sera proposé par la DOM, en plus de la prise en charge des billets, la première année notamment, pour faire en sorte qu'ils soient accompagnés. Ce second billet d'avion, c'est génial pour les jeunes, parce qu'ils pourront revenir pendant les vacances australes, quand leurs frères et sœurs auront un mois de vacances, ils pourront revenir passer 15 jours à la maison et se faire un peu coucouner avant de repartir. C'est tellement important quand on fait ses études. Oui, tout à fait, et ce sera pris en charge à 100%, je le répète, c'est important. C'est important pour les familles. Moi, j'ai rencontré des mères et des pères de famille qui étaient réticents à laisser partir leurs filles, leurs fils à 18, 19 ans, en se disant moi, je n'aurai pas les moyens d'aller les voir dans l'Hexagone pendant un an, ils n'auront pas les moyens de revenir me voir, et c'est douloureux, et je comprends que ce soit extrêmement compliqué. On parle beaucoup des jeunes, mais il y a aussi les parents aujourd'hui qui souffrent de voir les enfants partir aussi longtemps, et donc je pense que c'est une vraie bouffée d'oxygène. C'est clair. Et ça permettra tout simplement aussi à ces jeunes d'être plus équilibré. On n'en parle pas suffisamment, mais il est extrêmement important, quand on veut réussir les études, aussi d'être bien dans sa tête, entre guillemets, d'être accompagné, de savoir qu'il y a des personnes qui vous accompagnent, qui sont là, sur lesquelles vous pouvez compter, les parents évidemment, mais aussi la DOM à partir du 1er janvier. Et je rappelle, monsieur le directeur, qu'à Mayotte, il y a des étudiants mahorais qui sont en métropole et qui mettent fin à leur jour
par difficulté, éloignement, problèmes financiers également. La vie est dure et on voit une très très moche image derrière vous de la grisaille. Bon là c'est la ville de Lyon qui est une grande ville étudiante. La grisaille en hiver lyonnaise, c'est pas du tout ce que vit un étudiant ici, hein, avec le bleu, le ciel bleu, la verdure. Enfin l'environnement est beau ici, même quand on n'a pas grand-chose. Sauf que quand on arrive, vous parliez de déracinement, hein, on arrive en métropole, il fait moche et on perd ces magnifiques repères que l'on a ici. Donc ce que vous proposez, c'est très important. C'est très important. Il faut que la mobilité ne soit pas vécue comme une épreuve douloureuse. Je pense que les jeunes, et quand on est jeune, on l'a été, on a envie aussi de voir ce qui se passe ailleurs. Bien et c'est normal. Quand on a grandi à Mayotte toute sa vie jusqu'à 18-19 ans, on se dit bon... je vais voir le monde. Voilà, je veux voir le monde, je veux découvrir, et c'est bien. C'est ce qu'il faut qu'on ait. Si ce n'est pas le cas, c'est un peu... D'abord, c'est dommage, mais c'est un peu bizarre. Je pense qu'on a envie de voir un peu comment les choses se passent. Bien sûr. Par contre, il faut l'accompagner. Ils savent qu'il y aura des difficultés, qu'il y a des choses qui se passeront bien. Nous, notre rôle à partir du 1er janvier, c'est de faire en sorte que ces difficultés soient les plus petites possibles, je dirais. Et donc oui, il y aura des difficultés en même temps. Pour celles et ceux qui ont voyagé, et j'en fais partie, arriver à franchir toutes ces étapes, arriver à affronter ces petites difficultés du quotidien, ça nous fait grandir. Bien sûr. On rencontre et on voit des personnes complètement différentes qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer. C'est ça la richesse de la mobilité, du voyage. Et moi, ce que je souhaite, c'est évidemment que les étudiants mahorais en profitent. Et je le répète, que ce soit le moins douloureux possible. Alors, vous dites que la réforme sera applicable à partir du 1er janvier 2024. Alors, moi, je pense à tous les parents qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui se disent « Mince, ma fille, mon fils a eu son bac en juin 2023. Il est donc parti en métropole en septembre, enfin, on va dire août-septembre 2023 avec l'ancien fonctionnement. Est-ce qu'il va bénéficier du second billet d'avion ?» Écoutez, on est sur un principe d'annualité budgétaire, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, tout ce qu'on peut dépenser cette année a été décidé en fin d'année dernière. Et tout ce qu'on pourra dépenser à partir de 2024 va être décidé cette année. Par contre, je peux vous dire que le ministre est extrêmement attentif à cette question-là que vous posez, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas possible de faire en sorte que les étudiants qui sont partis en septembre, donc il n'y a pas très longtemps, puissent aussi en bénéficier. C'est aujourd'hui à l'étude, donc je n'ai pas d'annonce à faire. Le ministre le fera certainement, ou moi, enfin on verra à quel moment ça pourra être fait, si ça peut être fait, parce qu'il y a toujours des si. Comme je vous le dis, on est contraint par des règles budgétaires qui sont très strictes. Mais je peux vous dire que le ministre est extrêmement attentif à ce que, si c'est possible, cela puisse être opéré le plus rapidement pour faire en sorte que les étudiants qui sont partis en septembre puissent éventuellement en bénéficier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais si ça l'est, croyez-moi, on l'annoncera et on fera en sorte que le maximum d'étudiants en bénéficient. On les contactera directement parce qu'on les connaît. Ils sont partis avec nous en septembre. Et donc, je vous tiendrai informé de l'avancée de ce dossier. Alors, il y a un autre volet à la réforme de l'ADOM, c'est les dispositions que vous mettez en place pour les actifs. Alors, c'est quoi pour l'ADOM un actif ? Un actif, c'est quelqu'un une personne qui travaille. Alors je ne prends pas la définition de l'INSEE, mais en gros, c'est une personne qui est en activité salariée, en tout cas pour ce qui nous concerne. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a un dispositif sur la formation professionnelle qui accompagne, lorsque la formation n'existe pas ici, qu'elle est saturée, qui accompagne des Mahoraises ou des Mahorais pour se former en hexagone. On prend en charge le billet à 100%, l'aide à l'installation, les frais de vie pendant la durée du séjour, le retour sur le territoire. Donc il y a un vrai accompagnement pour pouvoir faire des études. Pour former. Et là, on est sur la formation. Les études, c'est le côté étudiant, c'est un autre dispositif. Formation professionnelle. Et donc, si vous voulez vous former sur tel ou tel domaine, on a la possibilité de vous accompagner à l'être, en collaboration, évidemment, en coopération avec Pôle emploi. À partir du 1er janvier, ce qui est proposé, évidemment, sous réserve que tout ça soit voté par les parlementaires en fin d'année, mais c'est passé dans le cadre du SIOM, donc le gouvernement proposera ça dans le cadre du projet de loi de finances. Ce qui est proposé, c'est qu'on accompagne aussi les salariés, et pas uniquement les demandeurs d'emploi. D'accord. C'est important parce que les centres de formation, il n'y en a pas beaucoup ici. Les OPCO qui s'occupent des entreprises sur l'aspect formation, on a quand même des problématiques. On a comme Calia, nous, enfin en tout cas qui s'appelle Acto maintenant. Acto, tout à fait, avec qui on a une convention d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est d'agir en complémentarité avec les OPCO pour faire en sorte que là aussi, il n'y ait pas de discrimination par rapport à la distance et que l'accès à la formation soit le même qu'on habite Marseille ou Mamoudzou. Et donc parfois,
il y a un delta qui manque pour faire en sorte que la mobilité puisse se faire. Et vous le disiez, sur ce territoire, y compris les entreprises, elles n'ont pas énormément de moyens pour faire partir des salariés en formation. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. On formera les demandeurs d'emploi, on formera éventuellement en collaboration avec les OPCO, évidemment, parce que c'est elles qui sont à la manœuvre, les actifs. Et puis, il y a un dispositif important qui va changer pour nous beaucoup de choses, qui change l'ADN même de la DOM, en tout cas qui le modifie en profondeur, c'est la possibilité de revenir sur le territoire. Tous les dispositifs que l'on a aujourd'hui, c'est Outre-mer vers Hexagone ou Outre-mer vers Outre-mer. À partir du 1er janvier, si, je le répète, les parlementaires le votent, on aura la possibilité de faire voyager donc, des Français, les ultramarins, vers les Outre-mer. Donc ce sera dans le sens Hexagone-Outre-mer. Je prends un exemple concret qui nous pose ici souvent des problèmes. On a quelquefois des surveillants pénitentiaires mahorais qui travaillent en métropole et qui ont envie de revenir. On a des infirmières aussi mahorais qui travaillent en métropole et qui ont envie de revenir. Ça veut dire que vous allez les aider à revenir ? Alors, pas les fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires ont des aides particulières. Chaque ministère opère certaines aides à l'installation, etc. Donc on ne travaille pas sur la partie fonction publique, on travaille sur tout le reste. Donc actifs salariés du privé. Et donc sur deux types de projets, ceux qui viennent prendre un poste, donc on va les accompagner à venir postuler et ensuite avoir un poste. Également à postuler. Également, c'est-à-dire qu'il y aura un travail de prospection qui sera entamé, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander d'avoir déjà le contrat avant de partir. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y aura aussi cette phase prospective qui sera prise en charge. Donc, c'est l'accompagnement qu'on se proposera de faire. Et il y aura aussi l'accompagnement des personnes qui veulent créer leur entreprise sur le territoire et qui viennent d'Hexagone pour créer de la richesse, pour amener des compétences sur ces territoires. Parce que ça a été aussi une demande des élus que j'ai pu rencontrer, de la société civile. J'étais hier avec les chambres consulaires de Mayotte et le MEDEF, que vous avez rencontré que vous avez auditionné tout à l'heure. Elle nous a dit que vous aviez fait des annonces géniales. Que j'ai faites. Je porte les annonces que le gouvernement a bien voulu retenir. Et lorsque je parle, c'est donc le gouvernement et l'État, et c'est l'action de l'État que je mène ici. La DOM n'est pas un établissement privé dans lequel j'aurai des actions. Mais pour revenir à la question des actifs, oui, on a décelé non seulement un besoin de formation des ultramarins, et donc ça on le fait depuis longtemps, on a amélioré les dispositifs dont je vous parlais, avec les actifs notamment. On a décelé aussi un besoin pour les territoires d'avoir un outil qui les aide à se développer. Et donc, il y a le développement des individus et il y a le développement des territoires. Et sur le développement des territoires, la demande qui nous a été faite par les élus, c'est de dire, aux Antilles par exemple, de dire, on a des postes aujourd'hui qu'on n'arrive pas à pourvoir, c'est le cas aussi à Mayotte. Oui, bien sûr. Et donc, aidez-nous à faire en sorte que ces postes soient pourvus par des personnes qu'on n'a pas aujourd'hui sur place. Donc, des conducteurs de travaux qui manquent chez nous, par exemple, dans le secteur privé. Donc, il y a deux possibilités. Soit on les forme, c'est-à-dire qu'on forme des Mahorais à prendre ces postes-là et nous, on peut les envoyer en formation. Il y a aussi la possibilité de faire venir des personnes de l'Hexagone et on les accompagnera à venir, de la mobilité donc, et ensuite l'accompagnement à s'installer. Mais ça peut se faire qu'avec les collectivités locales, qu'avec les chambres consulaires, qu'avec tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans l'écosystème mahorais, parce qu'évidemment, si on ne travaillait pas avec eux, ça n'a aucune chance de fonctionner. C'est eux qui créent les postes, c'est eux qui créent les services publics autour de ces postes, etc. etc. Et donc il faut qu'on travaille en collaboration pour que ça fonctionne. Donc j'en déduis que si le projet de loi de finances 2024 est voté, toutes ces dispositions seront mises en place. Exactement. C'est des bonnes nouvelles. Très, très bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Saïda Hamada. Merci de m'avoir invité. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.